Oh de Dieu, Blake, vous êtes un communiste, ça crève les yeux. Apparemment, je suis flou. Bonjour tout le monde, je suis flou de vous. Le saviez-tu? Je suis flou de vous. Pourquoi? Je n'étais pas flou il y a une minute à peine. Bonjour les gens qui suivent, bonjour les hosts zouz qui sont venus. Attendez, est-ce que j'aurais mieux là? Ma caméra. C'est un problème? La mise au point ne veut pas se faire. Juste une mise au point sur les plus belles années de ma vie. Comment ça va tout le monde? Est-ce que vous m'entendez bien? Le son est poutou apparemment, donc c'est très bien. Le son est poutou, comme notre cher Philippe, qu'il se présente à Bordeaux. Futur maire de Bordeaux, Philippe Poutou. J'espère que vous êtes au courant. Ah! C'est bon. Là, c'est plus net. Là, c'est nettement plus net. Ok, très très bien, très très bien. Bonjour, alors vous avez parlé gingembre avec Host? J'étais pas là quand vous parliez de gingembre, je sais pas si cette question épineuse a été abordée. Parce qu'il avait dit qu'il en parlerait, mais est-ce qu'il en a eu le courage? Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que j'ai dit que je parlerais de gingembre aussi, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu un drama Twitter autour du gingembre, lancé sur un sombre Discord de la gauchosphère, et amplifié par Monsieur Taha Bouaf, ce journaliste militant et grand amateur de théâtre, à 72% gingembriste d'après un sondage. D'accord, ok, vous avez fait un sondage autour du gingembre, d'accord. Non mais en fait, pour la petite anecdote, donc, le débat c'était pour le gingembre ou pas pour le gingembre, donc ça a déchiré la gauchosphère. Moi j'ai dit que le gingembre était... qu'est-ce que j'ai dit? Était révélateur des errements d'une certaine gauche. Sauf qu'en fait, pour la petite anecdote, ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, j'aime pas trop le gingembre, en vrai. Je trouve que ça a un peu un goût de pec citron. Je sais plus qui c'est qui disait, la première fois que j'en ai mangé, j'ai cru que j'avais mangé le rince-doigt. Et c'est vrai que c'est un peu un goût de rince-doigt, le gingembre. Cependant, le hasard a fait que le jour même de la polémique, j'ai mangé des sushis, et donc que j'ai mangé du gingembre. Voilà. Donc c'est mon coming out. Voilà, en fait, je suis flexo gingembriste. Ça vous va ça? J'ai un peu le nez bouché, je m'en excuse, je suis toujours un peu malade pour ceux qui m'ont vu mardi dernier. Je suis toujours malade depuis mardi dernier. Donc j'ai le nez un petit peu pris, etc. Oui, il y a Daniel Obono, il y a Eric Coquerel qui ont pris, qui ont pris, qui ont pris position. Et il m'arrive de faire comment dire, des petites bonbonnes d'infusion et de choses comme ça, avec parfois du gingembre dedans. Donc en fait, je suis non orthodoxe sur le gingembre en fait, même si quand même en soi, j'avoue que c'est quand même pris à part, c'est quand même pas très très bon. Alors, on va peut-être pas refaire un sondage sur le gingembre. On va parler du coup des primaires. Alors, vous savez, la première fois, je crois que c'était la première matinale, on avait fait les primaires américaines. Vous avez dû suivre un peu. En plus, j'ai vu que Host en avait parlé. Vous avez peur de l'avis des Français. Non, monsieur Host Politique, je n'ai pas honte. Je ne suis pas dogmatique comme certains. N'est-ce pas? Le dogmatisme, c'est la porte ouverte à tous les totalitarismes autoritaires. D'accord? Et donc, oui. Et donc, bon, vous avez entendu, bon, les primaires. Pour aider les Démocrates, ça dirigeants continue. d'aujourd'hui à interroger le monde de demain, on a On interrogé peut voir ceux les qui alertes ou feront pas? demain Dites-moi si et les qui alertes sont sont trop fortes. encore jeunes aujourd'hui. Je crois les avoir remis avec du miel et du gingembre, c'est vrai. Mais ça se trouve, j'en ai en plus, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu me faire ça. Là, j'ai un café, évidemment. Salut Misou. Et salut aussi aux personnes qui se sont abonnées aussi avant, pendant l'attente. J'ai entendu l'alerte de Georges Marchais, mais je l'ai pas vu. Et donc, bon, alors, on va pas épiloguer aujourd'hui plus sur les primaires américaines, enfin les primaires démocrates. On y reviendra parce que c'est la saison. Hein. Bon, Bernie qui a fait, voilà, 8 milliards de pourcents dans le Nevada. Ça, c'est très bien. Vous l'avez entendu au spot info de la matinale. J'ai pas retweeté d'ailleurs le stream. Et non, et en fait, la dernière fois, on n'avait pas eu le temps d'aborder un petit sujet qui est les primaires en France. On avait dit qu'on le ferait et en fait, on l'a pas fait. Donc, c'est un petit peu le moment. Je m'auto-retweet. Attention, c'est parti. Voilà, très bien. Et donc, on peut épiloguer sur le gingembre alors. D'accord. Mais par exemple, aux primaires, on pourrait organiser des primaires de la gauche pour régler cette sombre histoire de gingembre. C'est un peu l'intérêt des primaires. Et donc, bon, en fait, j'ai pris quelques petites notes parce que... alors, j'ai pas retrouvé le moment de l'émission parce que c'était le moment c'était un truc de 2 heures sur Mediapart, je sais pas quoi. Il y a un des journalistes de Mediapart qui disait
Ouais, je suis un peu tout seul à dire ça, mais en fait, au lieu de là tous nous réunir et de faire venir un mec des Verts, un mec de la FI, un mec du NPA, etc. Olivier Besancenot, si tu nous regardes, Pour aider les pourquoi dirigeants on ferait pas des d'aujourd'hui à primaires? interroger le Et en monde fait, de pourquoi demain, personne on veut a faire des interrogé primaires en ceux qui France? feront demain Salut et Nestor. qui sont encore jeunes aujourd'hui. Et en fait, effectivement, les primaires, c'est pas trop notre truc en France, et quand on en fait, en réalité, c'est plutôt des primaires internes. Ça a été les 2 primaires internes aux 2 grands partis à ce moment-là. Trop fortes les alertes. Ah, je vais baisser les alertes alors. Hop. Là, normalement, est-ce que ça les baisse si je fais ça? Sinon, ce sera ici. Et donc, voilà, il disait ça et il se sentait un petit peu seul. Parce qu'effectivement, on n'a pas vraiment de tradition des primaires en France. Et en plus, il s'est passé un truc depuis la dernière fois qu'on a eu des primaires, c'est-à-dire les primaires de la gauche, qui nous avait donné Benoît Hamon, et les primaires de la droite qui nous avait donné François Fillon. Il y en avait déjà eu avant, le PS avait déjà tenté. Et ben depuis, les 2 partis principaux que sont donc l'UMP et le PS, qui du coup avaient ouvert un petit peu leur vote interne pour la sélection des candidats, ce qui est le principe en fait des primaires. En fait, globalement, c'est quand des organisations font voter un petit peu tous les sympathisants de leur courant politique pour sélectionner un candidat. Et ben depuis, ces 2 grosses formations ne sont plus les formations hégémoniques de la politique française, vous le savez. Bon, et les REM, il y a peu de chances qu'ils organisent des primaires, en tout cas pour l'instant. Et du coup, en France, bon, voilà, on n'a pas trop la tradition de ça. On a tendance plutôt à faire en interne des partis, et ça a été fait 2 fois sur ces partis-là. Je sais pas s'ils le referont, si LR va refaire des primaires, ou si le PS va refaire des primaires, mais vu l'état où est le PS, en ce moment, ça risque de pas intéresser beaucoup les gens. Je ne comprends pas l'intérêt de primaire pour un parti. À quoi sert d'adhérer à un parti alors? Alors justement, c'est ça un peu toute la question. Parce qu'en fait, dans la plupart des partis, c'est vrai que normalement, c'est les adhérents, voire les militants, qui prennent les décisions, et dont la décision de qui tu envoies comme candidat. Et ça, c'est un point de vue... En France, on fait surtout comme ça. On fonctionne par les adhésions, en fait, qui décident des grandes lignes du parti, et aussi de qui sera le candidat, éventuellement. Et le truc, c'est que ça se défend d'un point de vue démocratique, dans le sens où, en fait, justement, comme tu dis, c'est aux adhérents du parti, et pas à n'importe qui au dernier moment, de décider de décider les grandes orientations, et dont le candidat. Sauf qu'on peut contre-argumenter là-dessus sur une chose, c'est justement, effectivement, créer de la dynamique autour d'un candidat, d'accord, mais là, à ce moment-là, dans le sens comme en gros, tu fais une pré-campagne autour de plusieurs candidats, et celui qui gagne, eh ben, il rentre dans la course avec déjà une petite notoriété, une petite mobilisation autour de lui. Effectivement, Hamon est un contre-exemple, mais pas tant que ça. On va y revenir, c'est pas tellement un contre-exemple, je vais vous mettre du son derrière, un petit peu de musique douce et matinale de Soviet Wave, hein, comme d'habitude. Ça peut servir à ça, mais pas que. Ça peut aussi servir à, comment dire, choisir un candidat qui est, on va dire, plus proche, en fait, de ce que voudrait ton électorat. Parce que le but, c'est des primaires pour élire un candidat, par exemple, à la présidentielle. C'est quand même d'aller à la présidentielle derrière, et que donc, il fasse des voix. Donc, ça se défend de dire, on va prendre un... On dit si la musique est trop forte. Ça peut avoir du sens de choisir un candidat qui est plus proche de ton électorat. Et en réalité, c'est ça qui est assez intéressant, c'est ce qui s'est passé dans le cas de Hamon et ce qui s'est passé dans le cas de Fillon. Je vais peut-être vous retrouver les... mince, je les ai plus ouvertes, mais c'est facile à trouver. Primaire de la gauche en 2017 et primaire de la droite en 2019, comment ça? Non, pas sur le Figaro, voilà, c'était la droite, et du centre, c'était en 2016. Si on reprend les résultats qui doivent être par ici, je vais vous les afficher dès que je l'ai. Ah bah ils sont carrément, sur Wikipédia, on a carrément le truc truc en direct. Alors, pouf, je vous mets ça. Souvenez-vous de cette primaire-là. Alors, donc on avait, c'est donc les primaires qui nous ont donné ce bon Benoît Hamon, hein, tout le monde adore Benoît Hamon.
Et donc ça avait donné ça, c'est-à-dire il y avait eu un premier tour où Hamon avait fait 36%, Valls 31%, les autres étaient assez loin derrière, Montebourg s'était un petit peu rétamé à 17%, et en fait, on a eu ça, et aussi on a eu celle de la droite, avec François Fillon, qui va pas tarder à rendre l'argent, hein, vous avez vu, qui gagne largement au second tour face à Alain Juppé, et au premier tour, déjà, il était à 44%, donc c'était énorme. Vous voyez qu'en plus, c'est des scores assez... Bon, c'était serré entre Valls et Hamon, mais genre, c'est quand même... ils sont pas tous à 10%, quoi, pour le nombre de personnes qu'il y a dedans. Donc, salade tomate, Hamon, chef, évidemment, oui. La musique est un peu énervée, eh bien, faut le dire. Attention, regardez, je la baisse. Je la baisse un petit peu ici. Voilà. Là, ça sera peut-être mieux. Faut toujours dire, hein, pour le son. Voilà. Et en fait, vous noterez que dans les deux cas, ce ne sont pas les favoris du parti, ou les candidats les plus évidents qui sont arrivés premiers. Et qui sont arrivés premiers assez largement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... Enfin, genre, Hamon était vraiment, vraiment favori. Et ça avait étonné beaucoup de gens. Et Fillon aussi, je vous rappelle que Fillon, avant d'être le candidat donc, de la droite désigné par ses primaires, Fillon n'était pas du tout perçu comme le favori, qui était plutôt Juppé, qui était au second tour, mais qui s'est fait rétamer, hein, c'est du 66-33 quand même. Il y avait quand même Sarkozy aussi dans le tas, qui croyait vraiment en ses chances. Et donc voilà, et ça c'est un truc qui est assez courant dans pas mal de grosses primaires en fait, ou de systèmes similaires, c'est que souvent c'est des outsiders qui peuvent remonter. Il y a vraiment comment dire, pas une prime à l'outsider, parce qu'en réalité, justement, mon analyse, moi, c'est pas vraiment ça, qui est l'indignité. Ce qui se passe, c'est que, en fait, ça fait remonter des gens qui n'auraient pas été choisis par l'appareil. Il y a une prime aux gens qui ne sont pas forcément les candidats naturels de l'appareil. Souvenir les meufs de Mademoiselle qui défendaient Juppé. Oui, il y en avait une en tout cas, parce que c'était l'argument, c'est que c'était pour faire barrage au Front National. Il fallait Juppé qui était la Hillary Clinton français. Ce qui n'est pas complètement faux, hein, Clinton c'est un peu Alain Juppé, quoi. Ouais, des gens de gauche ont été votés Juppé, et donc oui, pour faire barrage au FN, mais surtout pour faire barrage à Fillon, qui est un candidat beaucoup plus à droite. Mais en réalité, donc, justement, le terme d'outsider me paraît pas être le bon, parce que, en fait, c'est des candidats assez proches de ce qu'est l'électorat, en réalité, ici du centre-gauche et de la droite. Par exemple, enfin, je sais pas vous, mais moi, je me rappelle, à l'époque, alors je savais pas que... J'avais pas pronostiqué qu'il gagnerait, mais je me disais, 100%, Hamon, il est au second tour, et il a trop ses chances. Alors que dans les sondages, il était parti de très bas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous étudiez un petit peu l'évolution de l'électorat PS, depuis très longtemps, et encore plus avec l'arrivée de Macron, il y avait dans l'électorat PS un grand nombre de gens qui sont des gens... alors souvent, c'est des gens de classe moyenne, ou petite classe moyenne, qui votent à gauche, mais qui sont pas... Voilà, ils veulent pas un mec comme Mélenchon parce qu'il crie trop fort, il a l'air trop autoritaire, ils veulent pas des trucs trop radicaux. Ils aimeraient bien retrouver un PS un peu, voilà, qui est de gauche, etc. Mais qui, pas comme Hollande, qui fait passer des lois quand même pas très gentilles et tout. Et donc, qui votaient un peu par défaut pour le PS en tant que des bourgeois, si vous voulez, oui. Mais non, mais même pas forcément, même des petits fonctionnaires, etc. et tout. Et en fait, Hamon, pour eux, c'était grave le candidat naturel, en fait. Et une grosse partie de l'électorat PS, c'est ça, en fait. C'est des gens qui trouvaient que le PS était pas assez à gauche, mais qui voulaient pas non plus, ils allaient pas voter PC, ils allaient pas voter Mélenchon, etc. Alors il se trouve qu'au final c'est ce qu'ils ont fait, ils ont quand même voté Mélenchon, puisqu'ils ont voté utile à partir du moment, cet électorat-là a voté Mélenchon à partir du moment où il était évident que ça serait que le vote utile à gauche, ça devenait Mélenchon. Et du coup, en réalité, si tu regardais l'électorat PS, le plus proche de ses ambitions, donc un peu pro-européen, un peu progressiste, plus jeune, un peu plus moderne, etc. et tout. Je suis sûr que vous en connaissez, et ben c'était Hamon, quoi. C'était Hamon, quoi. Alors évidemment, il y avait la partie plus tradie PS de droite qui était sur Valls, mais tout cet électorat PS-là s'est rabattu sur Hamon, donc c'était pas tant une surprise que ça. Et du coup, quelque part, un électorat qui vote aussi un peu écolo d'ailleurs, mais justement, Jadot s'était rallié à Hamon. Gros coup de génie stratégique, manifestement. Et ils ont voté pour Hamon aux primaires. Et d'ailleurs, au présidentiel, ça s'est très mal passé, puisqu'en réalité, il a été doublé par Mélenchon, donc le vote utile, c'est devenu Mélenchon. Et surtout, il a été lâché par la structure. Et ça, c'est un des gros problèmes avec les primaires, c'est qu'en fait, ça part du principe que
toute la structure qui a organisé les primaires, ici donc, bon en gros c'est le PS et un petit peu des trucs autour, et ben t'es censé te mettre en ligne derrière, et eux ils voulaient pas. De là à dire qu'en fait on avait raison de dire depuis 20 ans que le PS n'était pas réformable, et que même en le tirant, hein, même si un jour on arriverait un tout petit peu à le tirer sur la gauche, comme ça a été le cas avec Hamon, genre un tout petit peu, ça a craqué. Ça a craqué, c'était terminé, donc en fait ça, là-dessus on avait raison. Mais bref, toujours est-il pour dire que de ce point de vue quand même, du point de vue de la représentativité de l'électorat du PS, et de la, comment ils avaient appelé ça, primaire citoyenne, ouais, bon, enfin bon bref, PS et affinitaire, Benoît Hamon est un candidat plus naturel en fait. Coucou Léo, bienvenue à toi. Je pense que les alertes c'est un peu mieux là, non? Ils ont voté Macron dès le premier tour en pensant que c'était la seule chance pour que la gauche passe. Ah, je suis pas persuadé tant que ça, parce qu'en fait ça s'est réparti entre Macron et Mélenchon, mais je pense que les gens qui ont spécifiquement amené Hamon à la primaire du PS, je parle pas de ceux qui ont voté Valls, hein. Je pense que c'est... Alors là, j'ai pas les chiffres, je veux pas m'avancer, mais ça me paraîtrait plus mécanique qu'ils aient... et en tout cas, moi, dans mon entourage, j'ai plutôt vu ça comme dynamique, et elle me paraît plutôt logique, c'est qu'elle soit partie sur Mélenchon, sur le vote utile à gauche. Je dis pas qu'il y en a pas une partie qui sont pas passés chez Macron pour faire barrage. Pareil, primaire de la droite. Alors, primaire de la droite, c'est abusé comment Fillon était devant tout le monde. Parce que premier tour, il est à 44%, le deuxième, c'était Juppé, il était à 28%. Il l'a éclaté. Au deuxième tour, 66 contre 33. Ce qui a étonné aussi pas mal de gens, parce que... Alors, déjà, on a tous appris à ce moment-là, parce que moi, je savais pas que Fillon, c'était autant un bourrin. Et c'est un giga bourrin, et en fait, pareil, il correspond en fait à ce que voulait l'électorat de droite. C'est-à-dire que, voilà, ils veulent un mec un peu austère, qui va bourriner les réformes, voilà, qui fait sérieux, et qui va mettre un petit peu d'ordre. Et alors qu'à côté, bon, ben, la droite plus au centre, déjà ils avaient Macron, et alors que donc Juppé, bon, c'était un peu moins intéressant. Je pense que Sarkozy, ils en avaient un petit peu marre, le côté bling bling, gros beauf et tout. Alors que Fillon, il fait sérieux, tu vois, voilà, il fait pas la fête avec Carla Bruni et la coke et les yachts, hein, et non, lui, il a l'air sérieux. Et je sais pas pourquoi je pense l'accent quand je dis ça. Renaud a soutenu Fillon, je viens de me rappeler. Oui, il avait soutenu Fillon en disant qu'il il aimait bien parce qu'au moins lui, il était honnête. Voilà, Renaud, vraiment, c'est toujours dans les meilleurs coups, il a vraiment tout compris. Tout compris. Et en fait, pareil, candidat, la primaire a permis de prendre le candidat qui n'était pas du tout favori, mais qui était plus proche de ce que voulait l'électorat de la droite tradie, conservatrice, voilà, qui veut mettre de l'ordre, etc. Donc là-dessus, ça c'est un des intérêts quand même des primaires. C'est un des intérêts pour l'électorat, puisque du coup le parti vers lequel t'es le plus proche, duquel t'es le plus proche, tu peux choisir un candidat qui te ressemble plus à ce que tu veux, et qui va pas forcément être sélectionné par l'appareil. Macron élu par le bloc bourgeois. Et les REM, je les vois mal faire des primaires. Parce que en vrai, ils vont éclater après Macron, je pense. Mais du coup, voilà. Et en fait, cette logique de faire sortir un outsider, en fait, si vous regardez, c'est un truc hyper courant dans les primaires. Si vous regardez les primaires américaines, bon, la dernière fois, alors, chez les démocrates, bon, sans parler du fait que la primaire était organisée de telle manière qu'elle désavantageait les outsiders, et notamment Bernie Sanders, et que tout a été fait pour que Hillary Clinton gagne l'investiture, donc elle, candidate naturelle de l'appareil démocrate. Il se trouve que quand même, c'est là où Bernie Sanders est monté, même s'il a pas eu l'investiture à ce moment-là, il est parti un peu de que dalle, hein, genre personne n'y croyait une seule fois. Il y a eu des tricheries lors de la victoire de Clinton. Oui, plus ou moins, enfin ça dépend ce que tu appelles tricherie en fait, mais il a été démontré que le DNC, donc qui est l'appareil démocrate en fait, qui gère la primaire et qui doit normalement la gérer de manière équitable pour tous les candidats, était beaucoup trop lié au clan Clinton et favorisait du coup le clan Clinton, quoi. Donc ça, bon. Et là maintenant, bon, alors si ça se trouve, là ça sera Bernie, du coup il va faire le round 2 cette année là, et là c'est lui qui sort, et ils n'arrivent pas à l'arrêter, l'appareil n'arrive pas vraiment à l'arrêter, en tout cas pour l'instant. Donc ils font sortir un candidat encore plus à gauche et que tout l'appareil démocrate déteste.
dans les primaires, et c'est ce qui s'est passé aussi avec Trump. Trump, c'est un candidat qui est sorti un peu de nulle part, et qui est permis uniquement par un système de primaire, et qui est un candidat, en fait, qui ressemble vachement plus à ce que voulait l'électorat à ce moment-là, en fait. Qui ne voulait plus des classiques du Parti républicain. Mon truc bug complètement. Tout va bien. Donc voilà. Les primaires, ça fait ressortir des outsiders. Souvenez-vous aussi, Jeremy Corbyn. Alors, Jeremy Corbyn, c'est pas réellement une primaire. Je pense pas qu'on puisse qualifier ça de primaire, mais ils font des élections en interne. Là, c'est les élections pour la direction du parti, donc c'est pas pour un candidat. Mais Jeremy Corbyn, qui est un vieux député d'Islington à Londres, qui a toujours été très à gauche, qui a toujours été un peu à la marge du Parti démocrate, a emporté par un raz-de-marée, et ils n'ont jamais réussi à le déloger, avant là, les élections où ça a été la branlée pour le Labour, et qu'en gros il a pris ses responsabilités et qu'il a démissionné, mais ils n'ont jamais réussi à le dégager, les vieux de la vieille. Il a gagné parce qu'ils ont ouvert au public, c'était beaucoup plus facile de voter pour la direction du Labour, ce qui s'apparente c'est pour ça que je l'apparente quand même à une forme de primaire, arrêtez-moi si je dis une bêtise. Et boum, ça a fait un Jeremy Corbyn. Il y a d'autres exemples internationaux, si vous en avez, dites-les, j'en ai pas forcément 15 000, mais c'est quand même assez une constante. Vous vous souvenez aussi c'est quoi le nom du... Comment il s'appelle vous savez le vieux Pépé en Amérique latine, Pépé Mujica. Vous vous souvenez de Pépé? Vous l'avez forcément vu, Pépé. Attendez. Pépé Mujica. Vous vous souvenez de lui? Lui qui était président de l'Uruguay. Plutôt à gauche. Plutôt très à gauche même. Prime à la radicalité. Alors en fait, est-ce que c'est prime à la radicalité ou prime à... tout simplement à la... comment dire, à l'alignement avec ce que pense vraiment la majorité des gens qui sont près de vous. Vous vous souvenez le vieux pape? Regardez-le. On dirait une pub pour du Roquefort. Vous voyez? Et ben lui, il a été choisi en fait en Uruguay. Il y a un, j'ai plus le nom. Il y a une grosse alliance qui en gros va du centre gauche à l'extrême gauche, dont il y a plusieurs partis dedans, dont le Parti communiste, d'autres trucs comme ça. Lui, il se trouve que c'était, alors il y avait une frange plus centriste, j'ai oublié le nom du parti. Et lui en fait c'est le parti des anciens guerrieros en fait. D'extrême gauche, alors qu'ils se sont calmés, qu'ils se sont fait ok, on va faire des élections et tout machin. Et en fait donc, coucou Jospin d'épices. 2011, c'était une primaire qui a désigné Hollande, non? Oui, je pense. Parce qu'il me semble que Ségolène, déjà, c'était une primaire. Le Frente Amplio, voilà, merci. Le Frente Amplio, donc il y a une très large alliance de gauche, et ils ont fait des primaires, en fait, et ça a donné Pépé Mujica, qui est donc un ancien guerriero. Alors, bon, je suis pas spécialiste de l'Uruguay, je sais pas, je peux pas vous faire le bilan de Pépé, quoi, mais en tout cas, il y a une volonté populaire, une mobilisation qui l'ont mené, lui, à la tête de toute cette alliance de gauche, contre les candidats plus centristes, par exemple. Pas de primaire pour Hollande. Alors attendez, ben ça, vous voyez, ça m'étonne, parce que j'ai pas été vérifié, parce que dans ma tête, forcément, il l'avait fait, puisque avec Royal, ils avaient fait des primaires. Ouais, ils avaient fait il avait fait de la prison et tout. Et là où je veux un petit peu en venir, c'est que, en fait, donc en France, on n'a pas trop cette tradition-là. En plus, en France, effectivement, en fait, dans des pays où en fait il y a vraiment un truc bipartisan énorme, type les États-Unis ou type l'Angleterre, ça a aussi du sens de faire des primaires, dans le sens où en fait, du coup, énormément de fractions de l'électorat très diverses sont réunis sont obligés de se réunir un peu dans les mêmes partis, puisqu'en gros il y en a que deux. Donc là, et c'est pour ça que chez les démocrates, là c'est un peu, ils tirent un petit peu sur la corde, parce que entre des gens qui sont globalement des gens de droite, enfin chez nous ce serait des Juppé ou quoi, et des socialistes qui sont soutenus jusqu'à l'extrême gauche comme Sanders, ça fait quand même beaucoup de monde dans un parti, ça fait des tensions, quoi. D'ailleurs, je serais pas étonné que là, Sanders arrive premier en nombre de délégués à la Convention démocrate, qu'il y ait des arrangements, qu'ils fassent plusieurs tours, qu'ils mettent en jeu ce qu'ils appellent les super délégués, donc des gens qui sont pas élus dans le truc, et qu'en gros ils donnent l'investiture à quelqu'un d'autre, en collant les bouts de tous les autres candidats, faire un truc un peu pourri. Et là, le parti risque d'exploser, quoi. Je serais même
pas surpris, même si ça serait du suicide, je serais pas surpris que si c'est vraiment trop scandaleux, Sanders parte en indépendant, quoi. Il a la base, il a les fonds pour le faire. Alors après, ça ne donnera rien, hein, mais bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est plus logique d'avoir des primaires, évidemment, dans des endroits comme ça. Mais vous voyez, dans le cas de l'Uruguay, c'est au contraire une coalition, en fait. Et en fait, quand il y a une grosse coalition, c'est pas idiot non plus de faire une primaire. C'est pas non plus idiot de faire une primaire, puisque pareil, énormément de gens sont réunis dans le même truc. Nous, en France, on a plutôt tendance à décider en interne dans les partis, et on a beaucoup de partis. Surtout maintenant qu'il n'y a plus réellement d'hégémonie, ou en tout cas les pôles politiques, les pôles positions ont été répartis, on va dire, c'est-à-dire que le PS s'est écroulé alors qu'il avait l'hégémonie naturelle à gauche. À la présidentielle, c'est Mélenchon qui était le candidat hégémonique à gauche. Mais en 2011, on a eu une primaire PS, même que DSK a dû abandonner à cause de l'affaire du Sofitel. Ah bah oui, oui. Mais alors, est-ce que la primaire était tant ouverte que ça? Faudrait voir. Mais bon. Et donc, voilà. Attendez, pourquoi je disais ça? Oui, et du coup, bon, on a plutôt tendance à faire en interne, et là, il n'y a plus d'hégémonie à gauche. C'est-à-dire que même si Mélenchon l'avait à la présidentielle, là, clairement, la FI n'est pas un parti hégémonique à gauche. C'est même plutôt les Verts, là, qui tirent leur épingle du jeu sur la séquence européenne municipale. Mais, ce qu'il ne faut pas oublier, parce que là, on parle d'élections, justement, dans un paysage un peu éclaté comme ça, on sait tous qu'il va y avoir des discussions, comme un peu à chaque fois, mais là je pense que ça va être encore plus fort, sur des candidatures uniques. Et notamment parce que dans ce putain de pays, l'élection la plus importante de merde, c'est cette putain de présidentielle. Désolé pour la grossièreté, mais en gros c'est quand même très particulier, même si les Américains c'est un peu ça aussi. Forcément LFI n'est pas au municipal, mais si. Tu veux dire que forcément ils sont moins forts, c'est ça que tu veux dire? Et donc bon, il va y avoir des discussions pour faire des coalitions, forcément, à gauche. On voit déjà Ruffin, ça se voit qu'il essaye de faire du pied aux écolos. Salut Randy Marsh, bienvenue à toi. Donc ça, c'est une discussion qui va avoir lieu. Donc est-ce qu'il y a des... Et là, voilà, petite expérience de pensée, j'ai dit sur Twitter, on ferait une expérience de pensée là-dessus. Est-ce que... Moi, je suis pas du tout pour les systèmes de primaires avant ça, je trouve que c'était de la merde. Je trouve que les primaires de la gauche organisées par le PS, c'était de la merde. Que Mélenchon a bien fait de pas y aller. Que les autres ont bien fait de pas y aller. Mais voilà. Mais est-ce qu'on pourrait pas défendre l'idée que ça serait pas complètement con, là maintenant, dans le contexte actuel, d'avoir des primaires à gauche, par exemple? Pourquoi ? Pas parce que c'est super bien et qu'on veut tous, on serait tous très ravis d'aller faire des primaires avec le PS ou je sais pas qui, avec Génération, mais parce que justement, il n'y a pas de parti hégémonique, donc il n'y a pas de parti qui peut tout bouffer. Salut Mister Mixer, comment ça va? Et surtout, on a un putain de mouvement social. Là, on a un putain de mouvement social énorme, avec énormément de fractions de la population qui sont dedans, énormément de revendications. On veut pas de primaire, on veut une avant-garde prolétarienne. Oui, mais justement, attends, écoute. Ce que je veux dire par là, d'un point de vue stratégique, là, en fait, il va y avoir des discussions d'appareil. Parce qu'en fait, on est obligé dans cette putain de 5ème République avec ce système tout pourri, qui est que, en fait, il faut une tête d'affiche pour se présenter à l'élection générale, qui en plus est une élection à 2 tours. Donc même si t'as une majorité de gens qui votent à gauche, si t'as pas de candidat au second tour, et ben tu passes pas. Mais non, il n'y a pas de mouvement social, c'est fini. Bah oui, bien sûr. Du coup, est-ce que la primaire, c'est pas le meilleur moyen d'imposer une candidature du mouvement social? Parce qu'en réalité, c'est soit ça, soit tu laisses faire les appareils politiques, ce qui exclut en plus tout le reste du mouvement social, c'est-à-dire les syndicalistes, les associations, etc. Je dis ça pourquoi? Union de la gauche de Mao à Macno. Je dis ça pourquoi? Parce que, en fait, par exemple, c'est ce qui se passe avec Sanders. C'est ce qui se passe avec Sanders. Le contexte est très différent, on est d'accord, c'est pas du tout le même système, il n'y a que 2 partis, etc. Mais Sanders, ce qui est intéressant avec lui, et pourquoi moi je suis ça par exemple, c'est qu'en fait, certes, il incarne un truc, mais plus que beaucoup d'autres candidats, il personnifie certes, mais il personnifie un mouvement social en fait.
il personnifie un mouvement social. Et en fait, concrètement, un des succès de Sanders, le plus gros succès de Sanders, en fait, vient du système de mobilisation. Je vous invite à regarder un petit peu, justement, les méthodes de mobilisation autour de Bernie Sanders. Par exemple, là, dans le Nevada, donc là où il a fait, je sais plus, il a dit tout à l'heure, le résultat quasi définitif, enfin à 80%, il est à 47%, je crois, devant tout le monde. Et en fait, il est énormément soutenu par des associations et des groupes militants de terrain, et qui ne sont pas des groupes, pas au sens de section du Parti démocrate, qui seraient proches de ses idées à lui. C'est-à-dire qu'il est soutenu par des mouvements écolos, il est soutenu par des associations de soutien aux migrants. Et par exemple, dans le Nevada, qui est un endroit où il y a énormément de travailleurs latino-américains, et notamment sans-papiers. Pourquoi Sanders me fait penser à Poutou? Je pense que c'est l'implantation des cheveux. Et donc, en fait, il est soutenu par tous ces gens-là, et au point que non seulement ils appellent à voter pour un candidat, ce qui est assez rare en France, mais aussi ils mettent à disposition leur force de frappe. Par exemple, là, il y a un article sur Mediapart de Mathieu, j'ai oublié son nom de famille, le correspondant de Mediapart aux États-Unis, qui expliquait que, par exemple, telle assoce de soutien aux sans-papiers, latino-américains essentiellement, là, ils ont choisi de soutenir Sanders, et là, leur action militante, ça a été faut qu'on fasse voter pour Sanders. Donc ils ont mis leur main-d'œuvre, parce qu'ils ont leur permanent et leurs militants à disposition. Magnodet, merci, Mathieu Magnodet, ils font de très très bons articles sur Mediapart là-dessus. Et en gros, il y a une base militante qui se mobilise sur l'argument, qui n'est pas un argument idiot, qui est que, en fait, admettons, votre combat le plus engagé, vous êtes vraiment très militant, c'est les sans-papiers. Au final, si vous arrivez à, soit à échelle municipale ou n'importe où, à imposer un programme politique qui est favorable aux sans-papiers, vous gagnez énormément, en fait. Vous gagnez énormément. En fait, ça vous économise un temps terrible où vous n'aurez pas à aider un tel. Comment dire, vous pouvez associer votre action politique directe à améliorer les conditions vraiment au niveau politique global. Et cette articulation-là, bon, alors aux États-Unis, ils le font plus, puisque les organisations ont plus tendance à soutenir des candidats. Et effectivement, je ne sais pas qui disait sur le chat, les syndicats ne se mêlent pas de politique. Non, certes, alors évidemment, on n'en viendrait pas à un système comme à l'américaine, où, disons, on verrait la CGT soutenir un candidat. En revanche, les militants des syndicats, eux, ils s'intéressent à la politique, en général. Donc, ils pourraient s'en mêler eux-mêmes, quoi. Donc voilà. D'accord, mais tu prends qui comme représentant du mouvement social? C'est chaud, ça. Alors, là, j'ai dit, on fait une expérience de pensée. Hein. Moi, mon but ici de dire, c'est pas dire faut faire ça, c'est est-ce qu'en fait, c'est si idiot que ça, et il pourrait pas se passer des trucs? Parce qu'en vrai, qu'est-ce qui ferait chier sur qu'est-ce qui fait chier sur la présidentielle en France? C'est que c'est absolument pas démocratique, c'est qu'on est obligé de choisir une tête d'affiche. Et bon courage au boulot, Jimmy Prof. Et donc on est obligé de soutenir un putain de candidat, ou juste pas participer aux élections, bien sûr. Ça, c'est tout le souci, et parce qu'on se retrouve dans des logiques électoralistes, etc. Mais si il y avait une candidature, je dis candidature du mouvement social pour dire assez large, hein, mais où là tout ce qui se passe en ce moment pourrait se retrouver un petit peu, je vois mal ça se passer autrement que par un système de primaire. C'est-à-dire, après, évidemment, j'imagine que pas mal d'entre vous, étant donné la couleur politique, j'imagine, du chat, beaucoup d'entre vous sont abstentionnistes tout court. Bien entendu, ça, évidemment, l'argument de ne pas participer du tout aux élections se tient toujours, il n'y a pas de souci, mais dans l'idée d'y participer quand même, et d'avoir peut-être au moins une candidature qui porte les aspirations du mouvement social dans les élections, il me semble que la primaire n'est pas si idiot que ça. Voilà, alors le problème avec ça, c'est évidemment, j'ai vu passer aussi dans le chat, est-ce que les partis se mettraient d'accord pour accepter un principe de primaire? J'en doute. Mais quoique, s'il y a une pression, on ne sait pas. S'il y a une pression, c'est possible. Sachant qu'en fait, je pense que... en fait, s'ils sont pas idiots, imaginons même un truc super large, mais comme l'Uruguay, quoi. Centre-gauche jusqu'à extrême-gauche, tout le monde participe. On fait un truc comme ça. En réalité, un parti comme le PS serait contre,
puisque, en fait, est-ce que vous voyez franchement le PS remporter une primaire de toute la gauche? N'importe qui du PS, ou même Glucksmann, est-ce que vous voyez vraiment Glucksmann être élu à une primaire? Jamais de la vie. Et alors, je vous reprends mes petits points, un petit peu d'argumentaire là-dessus, parce que, en gros, qu'est-ce qui se passerait? Ça ferait remonter des outsiders, enfin, des outsiders au sens pas des gens des partis. Alors du coup, ça ferait peut-être chier Mélenchon, par exemple, parce que je vois mal Mélenchon, mais de toute façon, Mélenchon, il ne fera plus jamais le score qu'il a fait, donc c'est pas très grave. Et ah, le PS est de gauche. Non, 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 mais là, je le dis au sens... on fait comme en Uruguay, vous voyez? Genre vraiment, on fait... ah, vous dites que vous êtes de gauche? Bah allez-y, si vous voulez. Viendez, et de toute façon, il serait bouffé. Évidemment que le PS n'est plus de gauche depuis 20 ans. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Évidemment, ça ne rendrait pas le PS de gauche. Mais en fait... Justement, j'aurais pas dit ça dans un contexte qui n'était pas autant marqué par les mobilisations, et surtout je l'aurais pas dit, je ne disais pas ça au moment où le PS était le parti hégémonique à gauche. Mais là c'est plus le cas. C'est plus le cas, donc au pire s'ils veulent, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils participent, ils gagneront jamais. Vous voyez vraiment le PS mobilisé autour d'un candidat dans une primaire, c'est mort. C'est mort. Pareil, Jadot, je le vois mal. Mais bon, après ça, on peut faire des trucs de casting, c'est un peu... là, c'est là où ça devient compliqué. Mais l'autre avantage, c'est que dans une primaire, contrairement à un appareil partisan, dans une coalition où comme ça, il y aurait pourrait participer et pourrait se mobiliser des gens qui ne sont pas forcément dans des partis, qui sont peut-être dans des syndicats, qui sont peut-être des gilets jaunes, qui sont peut-être juste des randoms militants ou même pas militants, vous voyez ? Un gauche star, oui. Et il y a une prime à la mobilisation. C'est ce qu'on voit avec Sanders, en fait. Tout ce qu'il n'a pas en courroie de transmission dans l'appareil et en facilité médiatique, etc. et tout, il le compense par la mobilisation, en fait. Parce qu'il y a le mouvement qui est autour, c'est une coalition de mouvements sociaux et d'électorats très très divers. C'est ça qui le fait gagner cette fois, beaucoup plus que la dernière fois. Du coup, qui comme tête de liste du mouvement? Ou même sans donner de nom, quel profil? Eh ben justement, c'est la primaire qui pourrait faire ressortir ça. Alors évidemment, oui, il faut présenter des gens à la primaire, mais en fait, justement, c'est la primaire qui fera le tri, qui ferait le tri. Et surtout, alors ben justement, ça c'est un des trucs que je pense est pas hyper inintéressant. Ouais, Poutou, si vous voulez. Après Poutou, le truc c'est qu'il fait pas... Est-ce que c'est un très bon casting de porte-parole là pour une présidentielle large, je sais pas quoi. Besancenot, ça serait un tueur dans une primaire. Ça serait un tueur. Après, j'imagine que ça favoriserait des gens soit d'un encarté, soit... En fait, ça ferait ressortir... C'est un des avantages, c'est que ça ferait ressortir des figures. Ruffin, il est associé à FIM, il a quand même un pied suffisamment dehors pour, je pense, pouvoir cartonner une primaire et réunir des écolos, des syndicalistes, des gilets jaunes, etc. Effectivement, il aura un profil comme ça. Une femme, peut-être. Alors, moi, je suis pas très très fan parce que je trouve qu'elle est pas assez de gauche, mais par exemple, Taubira, probablement défoncerait dans une primaire. Taubira, j'imagine, serait une excellente porte-parole de primaire. Je pense que des profils comme ça seraient beaucoup plus mis en avant que les profils qu'on a d'habitude. Je sais pas, je sais qu'à un moment donné, alors je sais pas si c'était vraiment une rumeur, il me semble qu'il y a eu des discussions, mais il y a très longtemps, aux avant-dernières présidentielles, peut-être même avant, d'avoir une candidature du mouvement social du style avec un porte-parole, genre Xavier Mathieu. Vous voyez, Xavier Mathieu, ça serait un tueur sur une primaire aussi. Il serait génial. Mais en fait, le truc, c'est ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une coalition derrière de mouvements écolos, de soutien aux sans-papiers, syndicalistes, anti-Macron, de gilets jaunes, de tout ce que vous voulez, quoi. Mais une candidature du mouvement social. Et ça serait favorisé par ça, puisque justement, ce serait des gens qui sont soit pas du tout dans des appareils, soit dans des appareils assez différents. Et Edith Cresson, Francis Lalanne. Mais en plus, ça se trouve, ça ferait monter des gens en qui on pense pas maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça se trouve, ça ferait monter des têtes qu'on n'aurait jamais vues, quoi. Marcel Campion, allez-y, continuez à proposer. Mais derrière JLM, non. C'est pas possible, les gens. Dati. Il y a eu Charlotte Marchandise, je crois, désignée par Internet. Ouais, non, mais ça, on s'en fout. Ah, non, non, alors je parle pas des primaires, genre, tout le monde vote par Internet. Je parle de primaires autour d'un
d'un squelette idéologique quand même de gauche, quoi. Donc voilà, mais en fait, toutes les personnalités qu'on voit un petit peu à gauche aussi pourraient pas se présenter, mais soutenir tel ou tel candidat, et repartir avec une légitimité à la présidentielle, et dire, écoutez, on a fait le tri, et le mouvement social, il sera représenté par telle personne. Et si il y a des trahisons, et si le PS se suit pas, ou s'ils sont pas contents, etc. Mais on dirait la fin du OLG de la semaine dernière, mais oui, j'avoue. Mais vous voyez ce que je veux dire par le fait de... c'est une façon d'avoir une prime à la mobilisation et de faire remonter réellement déjà une représentativité. Mais bon, là, c'est autour d'une seule personne, donc ça, c'est de la merde. Mais en même temps, c'est la présidentielle, donc on est coincé en France avec cette saloperie. Mais faire remonter vraiment des trucs, quoi. Du mouvement social, et justement, qu'il y ait une mobilisation qui soit représentative des aspirations du mouvement social. Et qui soit réellement liée à lui, quoi. Et qui soit pas juste une captation des colères du pays, etc., quoi. Cotentin, moi je dis Cotentin. Cotentin, carrément. J'avais un autre truc là-dessus, qu'est-ce que c'était? Oui, primer la mobilisation, parce qu'en fait, en vrai, si on avait vraiment... S'il y avait un candidat avec une bonne coalition qui arrivait, la mobilisation autour pourrait être telle que les jeux d'appareil et les discussions à la con, d'alliance, je sais pas quoi, ça serait... Enfin, je veux dire, ça écraserait tout en termes de légitimité, quoi. Si en plus il y avait des figures qui soutenaient cette personne ou quoi. Mais évidemment, j'ai pas d'idée de personne, mais oui, je pense plutôt, oui, à des gens qui seraient pas forcément des gens... Pas des JLM, quoi. Pas des JLM, quoi. Parce que c'est le candidat de la FI, quoi. Et le but, c'est pas de faire une grosse arène où tout le monde se bat et on voit quel est le parti le plus fort, quoi. Un candidat gingembriste, ouais. Second tour, Os versus Bolchevique. Ah. Les débats, on les ferait autour de... Franchement, on ferait les débats en cuisinant. Ça serait trop bien. On serait là, comme ça, on préparerait des petits burgers et tout. Ça serait trop sympa. Vous pensez quoi des systèmes électoraux à l'allemande avec un système de coalition? Ah, alors c'est pas vraiment le sujet, mais moi je trouve que ça a ses avantages quand même, quoi. Faudrait aussi accepter qu'on n'est pas encore au point où Poutou passe au second tour et qu'il va pas non plus y avoir la révolution et que même si ça fait plaisir, une gauche unie derrière un candidat progressiste réformiste, idéologiquement entre Hamon et Mélenchon, ce serait déjà une super victoire. Mais à la limite, en fait, il y a plein de gens qui sont prêts en fait à voter pour un candidat même qui est plus à gauche qu'eux, vous voyez. Genre, par exemple, en vrai, là tel que ça se dessine, vu les municipales et tout, et tel qu'en est le mouvement social à l'heure actuelle, là les gros pôles électoraux, alors les pôles électoraux c'est pas forcément les pôles du mouvement social, c'est bien le problème d'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette petite hypothèse primaire. C'est qu'en gros ça va se dessiner entre... alors il y aura sans doute un candidat... je sais pas ce que va faire le PS, ses générations, etc. Mais en gros, il y aura probablement un camp écolo, et pas hyper à gauche, et un camp gauche sociale. En fait, c'est entre ces deux trucs-là que ça va être ça les deux pôles à gauche, en réalité. Alors après, est-ce que les partis vraiment de centre-gauche, type PS, etc., vont se rallier derrière un écolo? Parce que c'est plutôt eux qui ont les résultats en ce moment. Ah, tu mérites un poutou, Ben Derp, donc bisous à toi. Et les petits pas, c'est fini maintenant la prime au centre, regardez Sanders. Mais oui. Mais évidemment, et en plus surtout, ça mobilise... En fait, c'est ça aussi l'intérêt des primaires, c'est que dans le cas de Sanders par exemple, mais c'était aussi le cas avec Corbyn pendant un moment, même si Corbyn, il y a eu le problème du Brexit, donc c'est un peu différent. La stratégie aussi de Sanders, c'est à l'élection générale ensuite contre Trump, c'est qu'il va mobiliser un électorat, et c'est ce qu'il fait déjà dans les primaires, qui ne vote pas d'habitude. Et ça, par exemple, genre, les écolos, ils le feront pas. Un Jadot, il va... Si vraiment les Verts ont trop le vent en poupe, Jadot peut rassembler le PS, etc. et mettre un peu... genre, il va dire à tout le monde Benzoni, et voilà. Mais sur un programme hyper centriste, avec quelques préoccupations écolo, parce que ça inquiète les gens en ce moment, et voilà, et il fera pas voter des gens qui votent pas d'habitude. Il fera pas ça. Alors qu'une candidature vraiment mobilisatrice, basée sur une constellation de mouvements organisés sur différentes questions, c'est trop bien. Coucou Nonatorman, mais ça va, écoute, et toi? Et sachant qu'aussi, il y a l'autre avantage de ça, toujours, on parle de primaire, donc bien sûr, on est dans une logique là de électoraliste, même si moi, mon argument, c'est de dire...
c'est comment on peut donner une candidature plus naturelle et un programme qui est plus naturellement celui du mouvement social, même si ça veut rien dire le programme du mouvement social, mais en gros qui agglomère un petit peu toutes ces colères-là et qui agglomère des propositions. Comment on peut faire ça? L'avantage aussi d'une primaire, c'est qu'en fait, c'est un premier tour, en fait. Et ça, c'est pas mal. Parce qu'en fait, en réalité, déjà, ça médiatise des débats sur une base de gauche. C'est-à-dire qu'on commence pas la campagne coincée avec le mode de pensée de droite des médias, et on peut avoir des débats sur, on va dire, dans notre cadre de pensée à gauche, et en gros, discuter, et éventuellement, Tej, le Valfort qui a cotisé sans compter, merci à toi. Oh, je vois pas le message car je suis trop bas en résolution. Comment je fais? Que dis-tu? La primaire quoi? Vite! Ah, je ne vois pas. Je ne vois pas, c'est trop flou de mon côté. Ah, mais c'est marqué sur le chat, suis-je débile? La primaire pro anti-gingembre, bien sûr. Non, mais en vrai, ça permettrait de régler le problème entre réformistes révolutionnaires, entre gingembristes, anti-gingembristes, sur un premier tour, que serait cette primaire. C'est-à-dire qu'en gros, après, on envoie quelqu'un, et même au pire, si on n'est pas content des résultats de la primaire, eh ben on va pas voter. Comme au second tour, si vous n'êtes pas content du candidat, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, en vrai, pour moi, je trouve que ça coûte rien. Parce qu'en fait, même si le résultat est décevant, bah, si c'est un candidat tout pourri qui est démobilisant, bah, on n'ira pas voter. Puis voilà, ça revient au même au final, quoi. Ça revient au même. On a déjà eu le premier tour, en fait. Coucou Acropolis. Qu'en pensez-vous chez Acropolis organiser les primaires de la gauche? Avec Mediapart et... Oui, parce que par contre, ça serait des primaires coalisées, donc là, pour la logistique, honnêtement, là c'est pour ça que je dis que c'est une expérience de pensée, parce que... Après, ça serait organisable par, ouais, je sais pas, des espèces d'instituts un peu neutres de la gauche. Et si on n'est pas content du résultat, hop, manif. Oui, mais comme d'hab, en fait. Comme d'hab, en fait. C'est-à-dire que en vrai, on aurait voté pour un truc qui nous paraissait correct à la primaire, au lieu d'aller voter directement au premier tour. Alors oui, il faudrait définir quelle est toute la gauche. Mais en vrai, après, ça se fait vite, hein. Zigme44, coucou, tu mérites ton poutou. La gauche commence où? En fait, en réalité, moi, si je donne mon avis sur où commence la gauche, évidemment, ça va pas commencer très loin. Mais en fait, même là, dans la situation actuelle, tous les mouvements qui se disent de gauche, le PS, s'ils veulent se dire de gauche, ce qui est n'importe quoi, mais et ils sont pas de gauche, ils ont qu'à venir. Cohn-Bendit, Tenko, bah ouais, s'ils veulent, mais oui, mais justement, eux, ils gagneront rien, quoi. De Macron à Mélenchon, mais n'importe quoi. Non mais aussi, enfin voilà, genre, putain mais Cohn-Bendit quoi. Genre, enfin, là on voit quand même la situation du pays actuellement en termes d'opposition frontale au gouvernement et de mobilisation contre le gouvernement. Genre, fallait vraiment pas être un oracle pour savoir que, évidemment, qu'on pouvait rien faire avec Macron et que de toute façon, s'il y avait une primaire, elle se ferait contre Macron. En grande partie contre Macron. C'est pas Cohn-Bendit qui va mettre ça en place, c'est clair. Mais en fait, on s'en fout qu'il y ait genre le PS. Parce que de toute façon, ils gagneront rien. Ils gagneront jamais une primaire, le PS. Je pense qu'ils voudraient même pas venir de toute façon. Qui vous voulez qui mobilise le PS à une primaire comme ça? Il y aura une prime vraiment aux gens qui mobilisent. Et c'est pas eux, quoi. Robéru. Robéru. Mais justement, en fait, ouais, ils vont arriver avec Olivier Faure, voilà, et il y aura strictement rien à faire, ils vont mobiliser personne. Moi, je pense que c'est un coup à jouer, et honnêtement, le pire qui puisse arriver, c'est un truc décevant, et on va pas voter après. Alors par contre, pour être tout à fait honnête, si on veut continuer l'expérience de pensée jusqu'au bout, le problème, c'est que normalement, il faudrait... que tous les autres candidats se rangent derrière la candidature unique. Ça c'est le principe, hein. Normalement sinon ça marche pas. Même si Valls et les gens comme ça, ils veulent pas. Mais en réalité, qu'est-ce que ça peut nous foutre? S'il y a pas une candidature intéressante qui porte des revendications radicales du mouvement social et de notre camp social à l'élection, bah encore moins de raisons d'y aller, quoi.
Donc bon, on aura qu'à dire, ouais, les gens qui ont participé, ils soutiennent, mais on n'ira pas voter, et ça démobilisera. On n'aura rien perdu, ça sera la même chose que si on part à 15. En gros, faut être tout à fait honnête, les présidentielles, c'est déjà un peu tout le temps la primaire à gauche, quoi. Parce qu'en fait, il y a plusieurs candidats, et on voit qui c'est le plus fort à gauche. Bah, il est pas au second tour, mais en tout cas, on voit qui c'est qui a gagné, quoi. Le but, c'est de le faire avant, quoi. Le but, c'est de le faire avant. Et si, par exemple, vous êtes du genre à... Ce qui se défend aussi, dire... ouais, j'aurais préféré une candidature radicale, mais Yannick Jadot a ses chances d'être au second tour, et je veux pas que Macron gagne. Donc, si vous préférez voter pour un candidat de gauche, même qui vous plaît pas, plutôt qu'avoir Macron, ce qui se défend, moi je sais pas ce que je ferais dans ce cas-là, si c'est un candidat tout pourri, eh ben voilà, vous pouvez le faire quand même. Vous pouvez le faire quand même, et même, du coup, il sera un peu moins gêné. C'est-à-dire qu'il y aura moins de petites candidatures autour. Présidentielle, c'est la primaire de la gauche. Bah oui, en fait, en gros, ce que je propose, c'est un truc plus démocratique, plus englobant. C'est-à-dire que c'est pas des discussions d'appareil, c'est un truc où on peut réellement mobiliser, où on peut avoir des vrais débats à gauche, et pas être coincé dans les débats qu'on a pendant la présidentielle avec ce cadre qui est posé par les médias de hyper à droite, quoi, et qui du coup nous arrange pas trop. On l'a d'abord, ça fait monter les têtes. Il y a peut-être une prime à la radicalité, en tout cas je pense qu'il y aurait une prime à la mobilisation et à la représentativité. Oui, si c'est Jadot, on pourra toujours voter Hello à la présidentielle. Oui, voilà, enfin, je veux dire, en fait, en vrai, qu'est-ce qu'on y perd? Déjà, moi, honnêtement, je pense que ce qui en sortirait... Oh, Julien Pagnac qui cotise, bravo, mais Julien, on savait. Je prends tout, Julien Pagnac, bravo à toi. Ah non, d'ailleurs, c'est Flo 13271 qui a offert un abonnement à Julien Pagnac. Merci à toi, merci de lui avoir donné. Ah là là, merci beaucoup. C'est beau. D'ailleurs, faut qu'on choisisse un nouvel emoji. Faut qu'on choisisse un emoticode, comment on dit, le petit machin. Pour l'instant, on a le petit Karl Marx, là. Faudra en faire un autre, non? Est-ce qu'il nous faudrait pas un petit Lordon, un petit Frio? Coucou Laguman, tu es en mode projet, bienvenue à toi, camarade. J'espère que ton séjour s'est bien passé. Donc voilà. Mais le problème, c'est le système de la 5ème République. Alors, évidemment. Évidemment. C'est pour ça que je précisais ce système de merde avant. Là, en fait, cette petite expérience de pensée, ça vaut pour une matinale. Le but, c'est par contre de faire des grèves et des mobilisations. Parce que, effectivement, le gros problème, c'est qu'on est coincé avec ce système-là. Et justement, je trouve que là, l'expérience de pensée, en gros, elle est dans le but de dire, bon, on est coincé avec ce système-là, comment on en joue au mieux, quitte à participer. Parce qu'après, on peut aussi toujours dire, il y a plein de gens qui disent ça, hein, qui disent, bah, moi, je joue pas le jeu de ce truc-là. Ça, évidemment, bien sûr. Mais si on essaie de jouer le jeu, comme peut l'avoir fait Poutou, même si, alors Poutou, évidemment, il va pas à la présidentielle pour gagner, il y va pour porter un projet politique, dans un moment où les gens s'intéressent à la politique, où il y a une médiatisation massive, etc. Mais il y va pas pour gagner. Donc ça se défend, mais tu peux aussi y aller pour gagner, comme l'a fait Mélenchon, avec un programme un peu plus radical que d'habitude, et c'était intéressant aussi, quoi. C'est une stratégie. Et du coup, comment on joue au mieux de ce problème, qui est que on est coincé avec une espèce de présidentielle à 2 tours, qui du coup en plus personnifie une personne, donc faut un bon casting. Parce qu'on dit tout le temps, on s'en fout du casting, l'important c'est le programme, mais c'est pas vrai. Coucou Ace14. C'est pas que le programme, évidemment que le casting est important, et malheureusement, et c'est ça tout le problème, et c'est tout ce qu'on reproche à ce genre de truc. Et du coup, comment on choisit un vaisseau, un véhicule de chair qui corresponde à nos aspirations pour aller envoyer dans l'arène, pour casser la gueule aux adversaires politiques, à la présidentielle et au débat. Donc, alors après, tout n'est pas basé sur le casting, c'est pas vrai, parce que et aussi, ça c'est un truc très important, c'est comment tu mènes ta campagne. Il y a un truc qui est intéressant avec la campagne de Sanders, en plus sur ce que je disais sur à quel point en réalité il incarne un mouvement, et il est basé sur un mouvement, et une mobilisation en fait sociale énorme. Si tu fais campagne à la Macron, tu fais campagne sur du vent, tu fais campagne sur ta gueule, là, si tu veux jouer à ça, effectivement, le programme n'est pas très important.
Si tu veux jouer ce truc-là, et c'est tout à fait possible, la preuve, de gagner en faisant ça. C'est même ce que font la plupart des politiciens professionnels. Mais il y a une stratégie qui est bonne aussi, et qui est la stratégie de Sanders par exemple. C'était aussi, j'ai trouvé la stratégie de Mélenchon à cette présidentielle-là, j'ai trouvé vraiment qu'il l'avait très très bien fait. C'était marteler les points programmatiques. C'est dire, nous, on met le programme en avant à mort. Et donc tu as des propositions clés, des lignes clés, et tu les martèles. Et ça peut être contre des gens justement qui se basent que sur du vent, c'est une stratégie qui peut être payante. Et ça, si on a un programme qui est fort et radical, ça peut passer. Quand je dis radical, ça veut pas dire faire les gros bourrins et faire des trucs impopulaires. Genre au sens, on a rien à foutre, on propose des trucs qui sont pas du tout dans le débat public. Il y a des propositions qui seraient très populaires et qui répondraient justement aux aspirations des mobilisations actuelles. C'est radical dans ce sens-là. On peut faire élire une personne morale, genre un collectif. Bah non. Mais non, on peut pas. Mais après, d'une certaine façon, c'est ce qu'on ferait, quoi. Enfin, le but, ça serait un peu de faire ça, quoi. Mais par contre, le problème, c'est qu'il nous faut un avatar, quoi. Il nous faut une mascotte. Après, on peut faire un bonhomme mascotte. Genre, quoi, comme animal, on prendrait quoi? Je sais pas, une taupe, une loutre. Une loutre. On prend une loutre, on déguise un mec en loutre, comme pour les matchs de basket, et c'est notre candidat. Et voilà, c'est ça, c'est un pangolin, ouais, pourquoi pas. Empaillé, un chat, la pipistrelle, d'accord. Le pangolin, j'aime bien. Footix, j'avoue, on ressort Footix, on présente, et l'important, c'est le programme. Non, mais enfin, voilà, ça faudra le... C'est des trucs qui se règlent justement, là... Qui se règlent justement dans le cas d'une primaire, quoi. Et voilà, alors après, le truc, c'est... Comment dire, le truc, en fait, bon, là, j'ai fait un petit peu ma défense de cette idée-là. Mais en fait, faut aussi parler d'un truc tout bête. Et pourquoi je parle uniquement d'expérience de pensée, c'est que j'y crois pas une seule seconde que ça se produise. Tout simplement parce que en fait, il faudrait déjà réussir... Il faudrait que les appareils déjà se mettent d'accord sur la primaire. Parce que ça sert à rien de dire oui, on s'en fout des partis, on va faire une primaire sur internet, etc. Ça c'est nul, quoi. C'est nul, ça a aucune légitimité, tout le monde s'en branle. Et on a beau dire les partis sont discrédités, etc. et tout. En réalité, les gens ils suivent ce que disent un peu les partis, quoi. Et pour eux, c'est important ça. On n'a pas du tout besoin de ce truc, je vais me remettre en grand. Que vous ayez un gros GIGEC comme ça et avec ma grosse tête à côté. Mais comment dire, ouais, il faut... Jean-Jacques Goldman, ouais, par exemple. Yannick Noah. Vicage Dorasso, moi je dis, il se présente à Paris, on met Vicage Dorasso. Y a pas genre d'autres... Quels athlètes comme ça on pourrait mettre? Non, moi je dis Xavier Mathieu. Je l'aime bien. Ça serait bien une femme quand même. Ça serait bien. Mais Taubira, elle est pas assez... Franchement, Taubira, elle cartonnerait une primaire, je pense. Mais Taubira, c'est trop l'électorat amont... Petite bourgeoisie culturelle, petite classe moyenne. Moi, ça me va pas, ça. Thuram, il est de gauche? Autain, ouais. Moi, je suis pas très très fan, mais... Adèle ANL, d'accord. Nabila, c'est quoi? Nabila Verg... C'est qui? C'est la même Nabila On veut AOC. Oui, mais on n'a pas d'AOC. Son forgé. Mais lui, il a disparu, il est parti, non? C'est fini. Il a un peu des casseroles. Harcèlement, Mathieu? Non. Attends, balance pas des trucs comme ça si t'es pas sûr. Me fais pas ça. C'est vrai cette histoire? Ça sort d'où? Non, balance pas des rumeurs dont on est des fausses rumeurs si c'est pas vrai, si t'es pas sûr de toi. Non, me casse pas. Si, c'est vrai? Xavier Mathieu? Non. Alors là, ça me ferait trop mal. Bon, j'y tenais pas plus que ça, mais c'était un exemple parce qu'il est hors parti. Il sait faire du porte-parole là, il a une légitimité, etc. quoi. Renaud, Ursule, surtout pas. Vous imaginez Jules qui fait des discours, non mais c'est terminé. C'est terminé. Oui, il est candidat, mais comme il s'est annoncé candidat, et juste derrière, il a fait le malin autour de la caquette à Griveaux, et depuis, il se fait défoncer, quoi. Ruffin serait effectivement un peu dans ce genre de profil, même s'il est un peu lié à la France Insoumise. Mais d'autant que Ruffin, manifestement, vu son livre et ses dernières interventions, il essaye de pousser à une alliance rouge-verte, en gros.
Ce qui est un peu ce que je dis, dans le sens où je pense que les deux pôles qui se dessinent, c'est un pôle écolo, centre-gauche molle, pro-européenne, et un pro-européenne et urbaine, etc. Et un pôle gauche, que je dirais la gauche sociale. Je vais pas trop dire gauche sociale, parce que maintenant il y a les gens qui l'opposent à gauche sociétale, ce qui n'est pas du tout ce que je veux dire. Gauche sociale, et pas pour dire qu'elle n'est pas écolo non plus, mais où la question économique est beaucoup plus tranchée, et la question de classe surtout, quoi. Salut Diaz, je suis en mode projet. Branco, putain, Branco contre Ruffin, la primaire. Ah, je suis sûr, Branco, il ferait le ouf. Il ferait trop le show. Mais Branco, il ferait le ouf. Genre, ça va être moi le chef, et après, je vais exécuter plein de gens, je vais donner des ordres pour tuer des gens, je serai le procureur de l'empire branquiste. Il ferait ça, mais en primaire, il se ferait rétamer. Il se ferait rétamer. Ruffin, c'est trop blanc. Ouais, j'avoue, c'est blanc. Daniel Obono. Mais non, mais là, c'est pareil, c'est étiqueté. Faudrait des personnalités du mouvement social. Branco, il se prend pour Saint-Just, j'avoue. Tu rames histoire de violence conjugale. Ah ouais. Et donc, Xavier Mathieu, t'as rien trouvé. Ok, bah alors ça me rassure. Alors ça veut pas dire que... Voilà. Branco, il fera 3%, il accusera le système de l'avoir empêché de gagner. Mais après, en vrai, ce qu'il faudrait voir, c'est les coalitions. C'est-à-dire si... En fait, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est de créer pas une structure, mais un moment politique où tu peux avoir des figures de... Je sais pas, tu vois, de l'écologie qui soutiennent un tel ou un tel. Tu peux avoir des figures des banlieues qui vont se ranger derrière un candidat ou un autre. C'est tout l'intérêt de faire des coalitions, en fait. C'est-à-dire, c'est de dire que tu vois, t'as le comité pour Adama, que le comité Adama, ils débarquent et ils disent bah écoute, nous, on aimerait bien soutenir toi, mais par contre, est-ce que tu vas... faut que tu sois clair sur tel point, tel point, tel point. Et si tu veux notre soutien, c'est ça. Et boum, là, ils soutiennent un candidat qui s'engage à parler des violences policières, à parler des banlieues, etc. C'est ça l'intérêt aussi de faire une coalition. Et là, t'aurais, j'en sais rien, n'importe qui soutenu par... Enfin, pas n'importe qui, justement, mais un candidat qui serait certes une personne qui serait qui se présente à l'investiture, donc qui serait le candidat à la fin, et soutenu par, j'en sais rien, quoi, par plein d'autres figures de la gauche. Sachant qu'en plus, il y aurait des gens qui l'auraient très mauvaise, genre, tu vois, les gens du PS, admettons que ça se produise. Les gens du PS, il y a une candidature radicale qui gagne la primaire, ils iraient à reculons, mais en même temps, on s'en fout. Mais par contre, il y a beaucoup de gens, en réalité, qui soutiendraient des trucs moins radicaux, mais qui se rangeraient sans problème derrière une candidature de gauche, qui, même si elle est un peu sur leur gauche, faut pas être... Il y a beaucoup de gens qui sont pas caricaturaux, tu vois, genre un mec comme Filoche, à mon avis, voilà, bon, Filoche, il était au PS, etc. et tout, mais si il va être là, il faut s'unir, faut s'unir, il se rangera même derrière une candidature qui est pas forcément celle qu'il aurait soutenue dès le début, quoi. Il y a plein de gens qui seraient ok, en fait qui joueraient vraiment le jeu, je pense. Il y a vraiment plein de gens... J'ai voté Fillon en 2017, il y a quoi? Bah bravo à toi, ça s'est bien passé. Du coup, le procès bientôt et tout, va-t-il rendre l'argent? Est-ce que tu as voté pour qu'il rende l'argent? Filoche, c'est pas le plume, ou effectivement, c'est pas forcément un très bon exemple, là-dessus. Et en réalité, c'est encore plus vrai dans la population, c'est-à-dire que t'as quand même beaucoup de gens, ils voteraient, tu vois, t'as des gens, ils voteraient pour, ils voudraient Taubira. Je dis tout le temps Taubira parce que j'ai l'impression que c'est la chouchoute de trop de gens, c'est un peu le dream candidat de tous les gens un peu centre-gauche gentils, on veut des progrès et tout. Il serait ok pour voter sur une candidature qui est plus à gauche et qui trouverait un peu plus bourrine, tant qu'il y a une candidature unique, en vrai. Assa Traoré, ouais. Je suis pas sûr qu'elle rassemble de ouf, mais par contre, elle aurait une voix intéressante à porter dans la primaire. Peut-être pas en tant que candidate à la primaire, mais en tant que soutien. Et d'ailleurs, même les collectifs comme ça, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent dire oui, nous, ça nous intéresse la primaire, on présente personne. Mais nous, nos revendications, c'est ça et ça. On demande aux candidats de la primaire de se positionner là-dessus. Et voilà, c'est ce qui se passe dans les primaires américaines, où en fait, c'est pour ça d'ailleurs que dans les primaires américaines, ils ont beaucoup plus cette tradition que les groupes militants
hors parti, et y compris les syndicats, se mobilisent pour un candidat, c'est parce que ils ont eux-mêmes une liste de revendications et d'intérêts propres, en fait, qui vont dire, ok, quel est le candidat ou quels sont les candidats qui remplissent ces critères, et boum. Un peu comme quand Hulot, il avait fait son truc, là, sa charte écologique, sauf que bon, c'était un petit peu de la merde, parce que tout le monde disait, ouais, super, très bien, mais en gros, c'est un peu ça. Ouais, voilà, c'est exactement ça, Hulot, ouais. Je pensais à ça. Sauf que bon, c'était un petit peu... Je vais pas juger le contenu, je me souviens pas ce qu'il y a dedans, quoi. Le dream candidat pour les gens de gauche sociale, c'est Ruffin. Je sais pas. Ouais, moi je trouve qu'il serait bon, mais... Mais après, Ruffin, justement, il essaye de faire le pont avec la... Je pense qu'il a bien cette analyse-là, qu'en fait, il va y avoir ces deux pôles-là, et qu'il faut faire le pont gauche sociale, gauche écologique, pour avoir une candidature unique. Je pense qu'il fait à peu près cette analyse-là. Jean-Vincent Placé, pas gagnant, mais placé, ouais, j'avoue. Mais après, ouais, ça se trouve, c'est des gens auxquels on penserait pas, hein. Je veux dire, il y a peut-être des gens qui sortiraient comme ça. Bon, j'en doute, parce qu'en vrai, quand tu t'intéresses vraiment à la politique, en général, tu vois, les gens, ils sortent pas aussi vite que ça. C'est forcément des gens à qui on penserait peut-être éventuellement, quoi. Ruffin, il veut pas être président. Ouh, j'en suis pas si sûr, moi. Hein. Je trouve que tu t'avances, c'est un peu... Bah, clivant, mais est-ce qu'il est plus clivant que d'autres, en fait? Parce que le but aussi justement, la primaire, ce qui est bien, c'est que ça t'apporte aussi la légitimité. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez bien, les gens me soutiennent. Donc, est-ce qu'il est plus clivant que d'autres? Moi, je suis pas sûr. Hein. Parce que, en fait, le truc, c'est que... Souvent, on va dire clivant pour radical. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, prendre des modérés qui se prononcent sur rien, genre Jadot, qui est pro-business dans Challenge et qui est anticapitaliste dans Reporter, moi je trouve ça clivant. Moi je trouve ça clivant, de ouf. Et enfin moins clivant qu'un Mélenchon, ouais. Sur certaines questions de société, il est à la rue par contre. Bah, d'où l'intérêt de, alors lui ou un autre, mais d'avoir justement des gens autour qui puissent dire, qui est aussi par exemple dans la primaire la question de que les assos LGBT par exemple puissent dire, donc nous, nos exigences c'est ça quoi. Donc, et on présente ça, et on ne soutiendra pas de candidats qui ne remplissent pas ces critères. Point. Jadot, je le trouve nul et arriviste surtout. Bah ouais, ouais. Puis, Jadot, il mobilisera jamais... En fait, c'est pas les mêmes électorats. Les violences policières, etc. Ouais, mais ceci dit, en plus, mais il bouge un peu là-dessus, Ruffin, j'ai l'impression. Et surtout, en fait, le truc, c'est que... Moi, je pense qu'il faut pas raisonner comme ça, justement, parce qu'on tombe dans le jeu de la personnification, qui est de dire, il faut qu'on trouve quelqu'un qui est comme ça de base. Et en fait, en vrai, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est qu'il faut trouver quelqu'un qui peut être à la rue sur certains trucs, tant qu'il est pas clivant, quoi. Genre, tant qu'il est pas... Alors, tu vois, il faut pas qu'il soit transphobe, tu vois. Mais bon, il parle pas forcément de ça, mais que derrière, ça soit négocié par les gens qui sont concernés, qui sont dans les associations, qui sont mobilisés sur telle ou telle question, et qui disent, écoute, là-dessus, tu fais ça. Et à partir de là, si la personne est OK sur la plateforme, il doit défendre la plateforme, même si c'est pas un truc qui l'aurait intéressé à la base, il doit défendre la plateforme, et il faut qu'il soit bien entouré, bien conseillé. Et on le forme là-dessus. Faut penser les choses comme ça, hein, parce que, enfin, je pense, parce que j'ai l'impression que sinon... Je comprends qu'on puisse avoir de la méfiance vis-à-vis de quelqu'un en se disant « Ah, il va pas naturellement sur ces questions-là, c'est pas cool. » Mais en réalité, c'est justement jouer le jeu de la personnification en attendant d'avoir le sauveur qui va être parfait sur tous les trucs. Sachant qu'en plus, là, vous voyez, par exemple, on est 180. On est sans doute pas tous d'accord. Là, on est sans doute très d'accord sur plein de trucs. On est quand même déjà dans une bulle de filtre énormément filtrée, là. Et on serait quand même pas d'accord sur certains trucs. Et il y a des trucs qui vont, moi, me paraître non négociables et qui seront peut-être pour vous, ou qui seront pas importants, et vice-versa. L'important, c'est... en fait, c'est quand ça devient pas grave. C'est-à-dire que si il y a des trucs qui sont non négociables pour vous, c'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, ou si la position, c'est pas celle-là, sur telle question, vous ne pouvez pas y aller. Vous ne pouvez pas soutenir, vous ne pouvez pas voter, vous mobiliser, quoi que ce soit. Je ne vois pas de quoi tu parles, exactement. Si c'est des questions sur lesquelles je ne suis pas d'accord, moi par exemple, mais qu'en réalité c'est pas grave, et genre c'est pas clivant pour moi, genre je suis pas d'accord mais faisons ça, c'est un compromis qui me va, là on peut s'allier. Là où on peut pas s'allier, c'est quand on a chacun deux pôles non négociables.
voyez, genre le gingembre, est-ce que le gingembre c'est négociable ou pas? Par exemple, moi je trouve que ça a un goût de pec citron, mais si je dois soutenir un candidat gingembriste et que je suis d'accord avec son programme, c'est pas une question non négociable, ça va, je veux bien, quoi. Donc voilà. Un lundi matin sur un obscur site de gaming, sur une obscure chaîne gauchiste qui a le pull de filtre. J'avoue, ouais. J'avoue. Donc bon voilà, c'était la petite expérience de pensée parce que j'avais pas eu le temps de la faire en parlant des primaires américaines. Et on avait dit que comme c'est dans la séquence et que moi je suis quand même pas mal... Salut Danwin R. Bravo. Bienvenue à toi. Voilà, je l'avais gardé pour plus tard et donc et en plus du coup voilà, j'avais un peu pris mes notes pour faire un petit peu le tour de la question. Après évidemment je le porte parce que c'est une petite matinale sur Twitch et que ça vaut le coup, je trouve, de faire ce genre de petites expériences de pensée. Je pense que le niveau de probabilité d'un truc pareil est assez proche de rien, hein, de zéro. Manger faux mort si le gingembre ça vous fappe. Mais bon, donc voilà. C'est chaud, on est coincé en tant que LGBT, difficile de discuter avec les quartiers populaires. Bah non, justement, il y a des groupes militants qui font ça. Enfin, j'imagine qu'il y a des difficultés, hein, bien sûr. Mais justement, c'est des trucs qui se... Mais ça, c'est justement, par exemple, il y a plein de questions comme ça qui sont intéressantes. Genre, si... admettons que, genre, dans les mouvements dans les quartiers populaires, y ait des angles morts, et j'en doute pas une seule seconde, sur les questions LGBT par exemple, même s'il y a des assos qui justement luttent pour les questions LGBT dans les quartiers populaires, mais que là-dessus ça peut être compliqué, et à l'inverse, que dans les mouvements LGBT, il y a dans certains groupes il peut y avoir une fermeture d'esprit vis-à-vis des questions de la question des quartiers ou des choses comme ça, ou dans les milieux ouvriers blancs du Nord, si vous voulez prendre le truc de base, ou sur la question du racisme, c'est pas encore réglé, et de l'homophobie, c'est pas encore réglé, etc. L'important, en fait, là où ce qu'il faut chercher, c'est est-ce qu'on peut en discuter, et est-ce que c'est vraiment électoralement ou dans la population, est-ce que ça passe en premier? C'est-à-dire qu'il y ait de l'homophobie dans les milieux ouvriers, c'est vrai, ou dans les quartiers populaires, c'est vrai. Est-ce que, par contre, les assos qui représentent les intérêts des quartiers populaires sont prêts à dire ça, on n'en veut pas? Nous, on est dans le même camp que on peut se réunir sur une plateforme avec des gens qui défendent des questions LGBT, et c'est pas une question clivante pour nous. Au moins ça, est-ce qu'on peut l'avoir? Et pareil dans tous les sens, vous voyez, là je prends cet exemple-là, mais évidemment pareil dans le sens inverse. L'homophobie est présente dans toutes les classes sociales, bien sûr. Voilà. L'important, enfin, pas l'important, mais... comment dire, là où ça marche, et justement on peut avancer, c'est si on arrive à se convaincre à l'intersection de ces trucs-là. C'est-à-dire dire, là-bas, dans le Nord, il y a pas mal de gens qui sont un peu racistes et qui ont un peu trop été bouffés par le discours du FN sur l'immigration. Est-ce que c'est leur centre d'intérêt premier? Est-ce que si on leur dit, non mais les gars, en fait, est-ce qu'on pourrait faire une politique de gauche? Par contre, on vous prévient, on foutra pas tout le monde dehors. Est-ce que vous votez quand même pour nous? Là, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire là-dessus? C'est que et c'est justement comme ça que tu peux avancer aussi. C'est-à-dire que c'est comme ça aussi que les gens vont se dire, ben ouais, en fait, c'est vrai que notre problème premier, c'est pas l'immigration, et au bout d'un moment, ils vont un petit peu se détourner, puisqu'on leur propose d'autres solutions, de ces questions-là où ils ont peut-être été bouffés, quoi. Ils ont peut-être été bouffés par le FN. Après, si c'est des gens dont le principal qui pense que comme ça, c'est-à-dire que non, le problème c'est les immigrés et le reste je veux pas entendre parler, bah là ils sont trop loin, quoi, on s'en fout, on s'adresse pas à eux, quoi. Enfin, c'est terminé. Si c'est leur truc premier et que c'est non négociable pour eux, ben écoute, qu'est-ce que tu veux, va voter FN, qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi. Mais bon, voilà, mais en fait c'est dans tous les, en fait c'est des trucs qui sont en transversaux à tous les milieux. Donc l'important c'est justement quelle coalition on peut faire, justement sur ces trucs qui sont non négociables. Et c'est normal que ce soit non négociable. Alors c'est normal que pour une personne LGBT, la question des droits LGBT soit non négociable. Je veux dire, ça paraît con à dire comme ça, mais en fait c'est question de vie ou de mort quasiment dans beaucoup de cas, et c'est une question juste qui impacte trop dans la vie quotidienne, même pour des questions purement de droit législatif, administratif, etc. et tout. Donc c'est normal que ce soit non négociable.
C'est absolument normal. Tout comme c'est normal pour un ouvrier que la question sociale soit non négociable. Et que la question économique soit non négociable. Là encore, c'est une question qui touche trop et qui peut être même une question de vie ou de mort. Mais voilà. Alors, il est déjà 10h03, donc j'ai débordé. Je vous dis merci, je vous dis à demain soir, 19h, 21h pour Banner Saga du Peuple. On va continuer à jouer tous ensemble à notre petite caravane de la fin du monde avec Philippe Martinez, Emmanuel Macron, on a Bernard Friot, on a plein de personnages qu'on a créés. Si vous voulez continuer à débattre, débattez. Soyez polis et soyez cool entre vous. Faites des coalitions. Et je vais vous mettre une petite musique de fin. Alors par contre, pas de programme de la semaine. Il y aura peut-être d'autres streams, je sais pas si je joue avec des copains ou quoi, mais en tout cas mercredi soir, il n'y aura pas de Hasta la Vista Fauteuil Club. Je recevrai pas d'invité mercredi, je peux pas à cette heure-là, donc il n'y en aura pas cette fois-là. Il y aura peut-être d'autres streams un peu impromptus, mais par contre ce créneau-là saute pour cette semaine et on reprendra à partir de début mars. Qu'est-ce que je vous mets comme petite musique je vous avais mis... on est parti carrément sur de la synthwave, mais c'était pas ça que je voulais vous mettre. Qu'est-ce que j'avais mis au tout début comme musique? Qu'est-ce que je vous avais mis? J'avais mis une petite musique de jeu vidéo. Qu'est-ce que je peux vous foutre? Qu'est-ce qu'on peut foutre? Que me propose YouTube? Que me propose YouTube comme petite chanson si je vous mettais du Carpenter Brut? Vu qu'on est sur de la synthwave. Qu'est-ce qu'on aime bien? Ben ça. Et ben des bisous à toutes et à tous. On se retrouve du coup demain soir et à d'autres occasions si cela vous sied guère. C'est bon, vous avez le son. Petite intro. Attention. Et bonne journée à toutes et à tous.